toutes et tous. Pendant un demi-siècle, le Maroc a été sous domination française. Entre la conférence d'Algésiras en 1906, au cours de laquelle, entre tous les prédateurs, la France a réussi à imposer déjà sa prépondérance, et l'indépendance en 1956. Je reçois aujourd'hui l'historien Alain Ruscio pour un livre qui s'appelle « Le Maroc, faux protectorat, vraie colonie, fragments d'histoire ». Bonjour Alain Ruscio. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Nos spectateurs te connaissent. Tu es déjà venu notamment pour un épisode dont s'autorise à penser, où tu nous avais expliqué ce qu'il fallait penser de la façon dont France Inter à l'époque avait expliqué que Jean-Marie Le Pen n'a probablement pas torturé pendant la grande répression d'Alger. Un des dérapages de nos médias, oui. Une contre-vérité évidente sur laquelle tu étais intervenu. Et puis on a fait un épisode ensemble de la grande hache autour de ce que tu as appelé la première guerre d'Algérie. La conquête de l'Algérie, c'était l'objet d'un très gros livre que tu as publié aux éditions La Découverte. Bien sûr. Le sous-titre complet était la conquête et la résistance, parce qu'évidemment, conquête Bugeaud, résistance Abdelkader et évidemment l'ensemble de la population algérienne déjà. Tu es un historien chevronné de la colonisation, je dirais particulièrement, ça se voit bien dans ce livre, d'une histoire culturelle finalement, Oui, de la colonisation. Ça fait vrai, oui. J'ai particulièrement apprécié ce livre parce que tu y fais ce qu'on essaie de faire un peu à la grande hache, c'est-à-dire que tu es à la fois précis autant que possible, érudit parfois quand il le faut, mais en même temps, tu fais vivre l'histoire. Ici, il s'agit d'une histoire commune, dis-tu, entre deux peuples. Bien sûr. Et tu l'abordes en à peu près 240-250 pages. Oui. J'ai fait petit cette fois-ci. Ouais, et avec une très grande richesse de sources. C'est-à-dire que tu donnes à voir, à lire, de très nombreux extraits de toutes sortes, des sources écrites, une très belle iconographie aussi, avec pour parti pris, finalement pas un tableau systématique, pas un bilan, tu dis qu'il en existe d'autres sur l'histoire du Oui, Maroc, mais celui qui consiste à donner des aperçus vivants de cette histoire commune, inégale, évidemment, inégalitaire, marquée par la domination. L'image superbe de couverture est tirée du Petit Parisien en 1911 et la légende dans le journal, c'était « La France va pouvoir librement porter au Maroc la civilisation, la richesse et la paix ». Oui, d'où effectivement le sous-titre vraie colonie. Merci d'avoir bien précisé d'emblée que ce n'est pas une histoire du protectorat. Je n'en ai ni la prétention, ni sans doute la capacité. Et de toute façon, je me situe plus dans le sillage de Charles-André Julien, de notre grand ancêtre à tous. Et puis, je salue au passage le travail monumental et très, très érudit de Daniel Rivet, qui est l'historien incontournable et incontestable, du côté français en tout cas, du Maroc. Moi, beaucoup plus modestement, j'ai justement voulu employer cette expression de fragment parce que c'est une série de coups de projecteur qui correspond un petit peu à un mouvement de colère. Ma première réaction, comme tu as eu la gentillesse de le dire, j'ai travaillé déjà d'une façon beaucoup plus profonde sur l'histoire de l'Indochine, sur l'histoire de l'Algérie. J'avais bien sûr, je n'ai pas improvisé ce travail sur le Maroc, mais il était un petit peu épars à l'intérieur de mon ordinateur finalement. Et je me suis dit que finalement, je pouvais les regrouper avec une seule ambition, c'était de montrer que finalement, ce que Georges Ballandier appelait la situation coloniale, c'est appliqué finalement à tous les endroits où la France a fait flotter son drapeau, quel que fût, parlons un bon français, quel que fût le statut. Donc la colonie au sens strict, le mandat, le protectorat, et à chaque fois c'était pour le quotidien décolonisé, la même vie, les mêmes coups de pied aux fesses, les mêmes vexations, la même exploitation. Et donc voilà, c'est une forme de protestation contre l'idée que certaines colonisations auraient pu être douces.
Alors Non. précisément, on a cette idée reçue concernant le Maroc, certainement par opposition avec la tragédie algérienne, Bien si sûr. on peut dire, À juste titre, dans ce cas, oui. que finalement la colonisation aurait été plus douce, c'est le mot que tu Voilà, c'est disais, ça. ça aurait été plus soft, ce pouvoir, ce rapport foncièrement inégalitaire, cette Bien situation sûr. coloniale entre colonisés et colonisateurs. Évidemment, en te lisant, on voit très vite, avec toutes sortes d'éléments particulièrement parlants, que c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Alors, effectivement, la comparaison, on connaît tous, enfin beaucoup connaissent en tout cas, le fait qu'il y a eu 3 guerres de décolonisation, l'Indochine, l'Algérie et le Cameroun. N'oublions jamais la guerre de décolonisation du Cameroun. Très longtemps oublié pourtant. Trop oublié, mais grâce à des travaux récents, en particulier notre ami Thomas Deltombe. Que les auditeurs de la Grande Hache connaissent. Bah, j'imagine bien. Donc, n'oublions jamais. Et en comparaison, certains ont avancé l'hypothèse que je trouve absolument scandaleuse, que après tout, il y a eu moins de morts dans les décolonisations du Maroc et de la Tunisie, qui avait un statut tout à fait comparable. C'était également un protectorat, mais qui lui a commencé en 1881. Plutôt, beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Mais bon, non, la domination de type colonial a été dans sa nature, dans son quotidien, la même chose qu'en Algérie, qu'en Indochine ou ailleurs. Mais bon, bien sûr, les guerres sanglantes qui ont bouleversé, laminé les populations, ça n'a pas été le cas au Maroc. Je n'avance pas cette thèse. Parce qu'il y a eu ce choix en 1953-55, notamment à cause du déclenchement de l'insurrection algérienne de la part des autorités françaises, de pas ouvrir un front supplémentaire, quoi. Alors, remontons quand même avant dans le Bien temps. La conquête elle-même a été une abomination. Comme la conquête de l'Algérie, sauf qu'elle a duré moins longtemps. Mais je parle par exemple d'un événement qui est toujours dans la mémoire de beaucoup de Marocains, mais qui est complètement oublié en France, c'est le bombardement de Casablanca en 1907. Donc on est 5 ans avant le protectorat, on est 1 an après Algésiras, où une révolte populaire, d'ailleurs d'essence populaire déjà dans la ville de Casablanca, a amené un bombardement absolument désastreux de cette grande, c'est ce qui était déjà une grande ville, qui n'était pas encore un grand port, mais qui était déjà une grande ville, ce qui a amené d'ailleurs, parce que je parle également de l'anticolonialisme, ce qui a amené une très très belle protestation de Jaurès. Je consacre un chapitre entier au rôle de Jaurès et à la vision de Jaurès, pour laquelle j'ai toujours beaucoup de tendresse, parce qu'il est celui des hommes de gauche d'avant 1914 qui a eu le plus de lucidité et le plus de combativité. Là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses. Comme sur beaucoup d'autres choses. Mais c'était une des choses les plus difficiles à penser, disons, c'est le colonialisme, c'est un des éléments c'est une des choses sur lesquelles il y a le plus d'écart finalement entre notre regard d'aujourd'hui et le regard de nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. La contestation du colonialisme était extrêmement minoritaire, mais s'il y avait des gens qui étaient plus favorables que d'autres au colonialisme, malheureusement, c'était surtout quelque chose à gauche, la promotion du colonialisme. L'opposition radicale, la conscience du suprémacisme et de l'illégitimité du suprémacisme qui sous-tend le colonialisme était quand même très rare à l'époque. Moi, j'ai une formule que j'aime appliquer finalement à pratiquement toutes les situations coloniales, c'est que l'anticolonialisme a été une greffe en état permanent de rejet. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de voix qui sont... Bon, j'ai parlé de Jaurès avant 1914. La somptuosité, par exemple, de la protestation libertaire, à travers, par exemple, l'assiette au beurre, bon, que je cite dans le livre. Donc, les libertaires ont été extrêmement actifs chez les socialistes, bon, à part Jaurès et Lafargue, quand même, parlons de Lafargue, mais bon, c'était très minoritaire. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a eu effectivement le Parti communiste français, à part intermittence et avec des nuances, avec des virages que j'ai d'ailleurs décrits dans un autre ouvrage, et puis quelques intellectuels lucides qui n'étaient pas forcément anticolonialistes, mais qui étaient protestataires.
Bon, je pense aux travaux de Gide, enfin aux reportages de Gide. Je pense à Georges Simenon, qui est aujourd'hui oublié en tant que journaliste, qui avait fait des reportages dont un titre dans le journal Voilà, je crois. Le titre était l'Afrique vous dit merde. C'était du Simenon tout craché. Donc il y a eu Il y a le mouvement des surréalistes aussi, Alors, en relation bien sûr. avec une réflexion issue de la grande boucherie de 14-18. Bien sûr. Les surréalistes disent non seulement l'Occident n'est absolument pas supérieur, Bien sûr. puisqu'il conduit à ça, mais il commet aussi ses crimes ailleurs, au nom de sa supériorité. Alors, justement, les surréalistes ont eu ce regard, et c'est un des moments privilégiés dont je parle dans le livre, d'alliance, de convergence entre communistes, les syndicalistes les plus radicaux en particulier, qui étaient proches du PC à l'époque, et les surréalistes. Il y a une très belle page de l'internationalisme qui a été ensuite ternie par d'autres moments, mais en tout cas cette belle page existait. C'est la grande grève ouvrière d'octobre 1925 que je décris beaucoup, qui a quand même rassemblé de l'ordre de 400 000 ouvriers. 400 000 ouvriers en 1925 protestant contre une guerre coloniale, c'était quand même extrêmement important. Et c'est le moment où les surréalistes, Éluard, Pierre Unique, Breton, Aragon, bien sûr, se sont rapprochés. Et même certains d'entre eux ont adhéré au Parti communiste à ce moment-là. Bon, le seul qui est resté, c'est Aragon, puisque Éluard est parti pour revenir pendant la résistance. En tout cas, cette alliance entre dirigeants ouvriers, parmi lesquels d'ailleurs je cite toujours Paul Vaillant-Couturier, qui à mon avis est une des grandes figures incontournables du communisme français au XXe siècle, et les intellectuels surréalistes est importante. Donc voilà, mais ce furent des parenthèses. Ce furent des parenthèses qui se fermèrent ensuite face au rouleau compresseur de la propagande dont je parle beaucoup, la propagande pro-coloniale, qui, elle, effectivement, amenait l'immense majorité des Français des bancs de l'école à la lecture de la grande presse, en passant par le cinéma et l'écoute de la chanson, Maton Kiki, Maton Quinoise. Tout ça fait que les Français ont été bercés par cette idéologie coloniale basée soit sur le racisme le plus abject et le plus abrutissant, soit sur une forme de racisme paternaliste. Mais c'était du racisme partagé par l'immense majorité des Français. Et le Maroc n'y a pas échappé. Et de façon complètement innocente, en fait, vécue par les intéressés comme complètement innocente. Et ça se traduit dans toute cette culture que tu connais si bien. Tu as fait un livre aussi sur les chansons coloniales. Oui. Et on voit, il y a plein d'éléments comme ça de la culture populaire que tu reprends ici, qui est habitée finalement par cette logique suprémaciste sous-jacente. Tu parlais de la pression générale qui s'impose dans les sociétés européennes colonialistes. Dans ce sens-là, il y a un véritable lobby colonial, il faut le rappeler. Tu pars des travaux qui ont fait date de Charles-Robert Ageron, si je ne me trompe pas, sur ce qu'Ageron appelait le parti colonial. Il est le premier à vraiment avoir mis en valeur cette force qui poussait dans ce sens-là. Mais en précisant bien, tu le dis, que ce n'est pas un parti au sens des partis politiques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe de pression, c'est-à-dire un groupe d'influence, un lobby. Un lobby extrêmement puissant, multiforme, qui allait effectivement du monde politique, où la quasi-totalité, revenons à l'entre-deux-guerres, pendant l'entre-deux-guerres, le Parti socialiste, par exemple, est partie prenante. Alors, c'est partisan d'une sorte de colonisation démocratique. L'expression est même employée par la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Oui, la Ligue des droits de l'homme, il y a un congrès qui est assez connu des spécialistes, le congrès de Vichy en 1931, au cours duquel une minorité dirigée par Félicien Chalet demande tout simplement l'indépendance des colonies, mais elle est justement minoritaire, et la grande majorité au sein de la LDH, qui a bien sûr par la suite, pendant les guerres coloniales, abandonné cette vision. Mais en tout cas, dans l'entre-deux-guerres, c'est l'idée qu'il faut
éliminer de la situation coloniale la violence, si possible le racisme, si possible les exactions pires et les guerres, mais que finalement la mission civilisatrice de la France, sous sa forme démocratique, est acceptable et même recommandable. Alors qu'en réalité, c'est une contradiction dans les termes. C'est une contradiction dans les termes, mais ce n'est pas vécu par des grands hommes. Paul Rivet, qui est une des grandes figures de la Ligue des droits de l'homme, qui sera ensuite le premier élu du Front populaire, c'est pas rien, qui est un scientifique de haute volée, directeur, je crois, ou co-directeur du Musée de l'Homme. Paul Rivet est partisan de cette thèse, ce qui n'enlève rien à son courage. Il le fut par la suite, pendant la guerre d'Indochine, un opposant à la guerre d'Indochine, au début de la guerre d'Algérie aussi. Donc, je ne donne pas de leçons morales à ces générations, parce qu'il faut parler au pluriel. Et nous-mêmes, plus tard, peut-être bien sûr, aux yeux de la postérité, nous ne serons pas si innocents que nous le croyons. Il s'agit seulement de décrire et de montrer que, justement, ce parti colonial dont Charles Robert Ajon a fait un tableau absolument magnifique et convaincant, ce parti colonial a été, je le disais, omniprésent, omnipuissant, et un Français ne pouvait pas y échapper. Lorsqu'on disait aux enfants sur les bancs de l'école communale qu'il y avait des races, le mot race aujourd'hui est disqualifié, mais il est disqualifié depuis combien de temps? Moins d'une génération. Donc à l'époque, oui, il y avait non seulement... Mais la race blanche était non seulement la plus intelligente, celle qui avait la mission civilisatrice, soit laïque, soit religieuse. D'ailleurs, là-dessus, il faudrait également voir les distinctions, mais également les convergences. Non seulement la plus intelligente, mais la plus belle. Et il y a des termes absolument affreux qu'on retrouve dans les manuels scolaires que d'autres collègues ont décrits également. Alors ça, c'est cette propagande de masse, cette culture de masse, c'est un débouché. Mais derrière les pressions du lobby colonial, il y a quand même des intérêts économiques au départ. Sûr. Et j'y pensais, en réalité, ce lobby colonial, il existe depuis la Révolution française. On l'avait vu dans une émission avec Marc Bélissa autour de la Révolution française et des colonies. Déjà, les grands propriétaires des Antilles exercent des pressions terribles en France sur la constituante, sur la législative, sur la Convention. Pression auxquelles Napoléon Bonaparte a cédé au moment du rétablissement de l'esclavage en 1802. Mais bien sûr, l'idée d'un lobby qui avait également des présupposés idéologiques, mais également de sordides intérêts matériels. On voit bien à l'époque, pour en revenir à la Révolution française, que finalement, les catégorisations en race ne sont pas celles qui se sont ensuite développées au 19e siècle. C'est beaucoup plus fluide que ça, de ce point de vue-là. Et derrière, il y a quand même le problème de la propriété, le problème de l'exploitation locale, puisque ça se focalise à l'époque autour de la question de l'esclavage, de la suppression de l'esclavage et des dédommagements, des dommages que cela peut causer au plan économique. Et dans le cas précis du Maroc, je décris l'avant-garde du lobby du parti colonial, c'est le comité du Maroc dont je parle, qui est fondé de tête en 1904. Donc on est 8 ans avant au sein du comité du Maroc, qui est une laine marchande du comité de l'Afrique française, avec Eugène Etienne, qui est un personnage complètement oublié aujourd'hui, mais qui est très très connu des spécialistes, parce que c'était l'homme, véritablement, le penseur, l'idéologue, l'homme d'action. Et donc Eugène Etienne, il y a un texte dans mon livre où Eugène Etienne dit très, très crûment, nous devons conquérir le Maroc parce que nous y avons des intérêts économiques et que ça va ouvrir des marchés phénoménaux, fabuleux à l'industrie française, le chemin de fer, par exemple. Parmi les choses que les turiféraires aujourd'hui du colonialisme parlent, la mise en valeur, le chemin de fer, etc. Le chemin de fer était fait d'une part parce que c'était des commandes monstrueuses à la sidérurgie française. C'est la sidérurgie c'était des commandes d'État et c'était des réalisations privées. Donc on retrouve un tout petit peu quand même de vision marxiste là-dedans. Et puis également, c'était tout simplement pour la mise en valeur, pour la meilleure exploitation possible
possible, des sources du sous-sol ou du sol jusqu'au port pour ensuite être acheminé vers la métropole. Je n'invente rien, c'est une chose qui est absolument classique dans l'histoire coloniale. Donc il y a cette logique d'airain sous-jacente, j'allais dire, qui est vraiment d'ordre économique. Et en même temps, il y a le vécu qui a une très grande place dans ton livre, qui est l'objet de ton livre, à la fois des colonisateurs, qui peuvent être des gens tout à fait ordinaires, des colons qui s'implantent pour X ou Y raison. Tu cites d'ailleurs Aragon, dont il était déjà question tout à l'heure, gens de chez nous, que cherchiez-vous là-bas ? Et puis il y a d'un autre côté aussi le point de vue des colonisés que tu présentes dans le livre. Bien sûr, toute situation coloniale engendre une protestation et une résistance. C'est tellement évident lorsqu'une population, même si elle n'a pas des moyens d'information, même si mais lorsqu'une population voit arriver des troupes étrangères, voit arriver des colons qui accaparent les terres, voit arriver des petites gens de métropole qui se transforment d'un seul coup en potentats. C'est ça, il y a quand même cet aspect fondamental, des gens qui sont des perdants en métropole, bien sûr, qui vont se retrouver en situation de domination, si pauvres qu'ils soient encore, quand ils arrivent là-bas. Et on retrouve le magnifique raisonnement d'Albert Memmi qui dit dans le Portrait du colonisateur, tout colonisateur est privilégié. Il est privilégié non pas par rapport à ceux de sa propre classe ou non pas par rapport aux métropolitains, mais par rapport aux indigènes. Le mot indigène court dans tout le vocabulaire de l'époque, et chaque indigène est de fait sujet de chaque colonisateur. Et dans la vie quotidienne, je cite une des anecdotes, j'ai essayé de truffer ça d'anecdotes, de choses vues, non pas a posteriori, mais par les témoins eux-mêmes. Et je cite par exemple Louis Roubaud, journaliste aujourd'hui oublié, mais qui est un des grands journalistes de l'entre-deux-guerres, qui travaillait pour le Petit Parisien, qui était une feuille tout à fait conservatrice. Louis Roubaud fait un reportage au Maroc, justement, et son reportage sera repris en livre ensuite en 1934. Louis Roubaud cite une anecdote. Une dame, une Française, a eu la gentillesse d'inviter un notable marocain à une réception. Et le notable est en grande tenue d'apparat. Et la dame dit au petit garçon, à son petit garçon, dit bonjour monsieur. Et le petit garçon regarde et dit, c'est pas un monsieur, c'est un indigène, 4-5 ans. Donc voilà. Oui, indigène, c'est une catégorie de la sous-humanité dans la pensée. Et effectivement, des gens de conditions modestes qui n'auraient sans doute pas fait de mal à une mouche en métropole, bottent les fesses du serviteur ou du Marocain croisé dans la rue qui n'a pas eu la présence d'esprit de s'effacer. Ça, c'est la situation coloniale telle qu'elle est décrite. Je cite un livre d'un officier pourtant qui s'appelait Odino, qui était un ami de Monterland d'ailleurs. Odino a fait un petit opuscule de conseils aux Français qui s'installent au Maroc. Et il leur dit tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, la litanie de tout ce qu'il ne faut pas faire, ne pas maîtriser tout ce que je viens de dire, ne pas roter après un repas parce qu'on croit rigoler aux dépens des indigènes, toutes ces choses-là du quotidien, il demande de ne pas le faire, mais c'est parce qu'il l'a sous les yeux tous les jours. Et qui constate que ça froisse, ça blesse. On n'en est pas encore, on va y venir aux grandes violences de la décolonisation, mais les blessures quotidiennes, le mépris quotidien ont été un ingrédient puissant de la protestation et ensuite de sa cristallisation au nationalisme. Dans quelle mesure est-ce que le Maroc a été une colonie de peuplement ? C'est-à-dire d'installation massive. Voilà. Alors, si on compare bien sûr au peuplement en Algérie, la proportion n'est pas la même. Mais il y a eu, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas plusieurs centaines de milliers de Français qui se sont installés, qui ont été d'abord des colons. Certaines terres ont été accaparées par les colons, et puis également des petits fonctionnaires, des commerçants, des artisans. La population comme celle qu'on a appelée Pieds Noirs par la suite en Algérie n'était pas une population de nantis, ils n'étaient pas tous nantis, mais ils avaient encore une fois tous cette petite
cette petite domination. Oui, il y a eu peuplement. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que au sein de la communauté française, au moment de la décolonisation, au moment des premiers chocs, avant la décolonisation elle-même, avant l'indépendance, il y a eu deux mouvements au Maroc. L'un s'appelait Présence française, qui a été jusqu'à l'assassinat, Une sorte d'OAS, finalement, voilà, c'est une sorte d'OAS marocaine. avant la lettre d'ailleurs, puisque l'OAS algérien a été créé en 61 seulement. Donc, il y a eu donc cette présence française qui étaient des gens absolument acharnés, parmi lesquels le gouverneur de Casablanca qui s'appelait Boniface. Bon, et puis il y a eu en face un mouvement de libéraux qui n'étaient pas tous des hommes de gauche, mais enfin qui étaient quand même des gens respectueux, qui s'appelaient Conscience française. Et je salue au passage Guy Delanoë, qui en a été un petit peu le parrain, le principal dirigeant. Mais dans Conscience française, il y avait également d'ailleurs un certain Louis Dubreuil, Lemaigre Dubreuil, pardon, qui était lui un industriel, qui était dans les huileries, qui a été assassiné par des Français, parce qu'il avait osé protester contre les exactions, et qu'il avait compris que l'indépendance à terme était inéluctable. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi donner la parole aux Marocains eux-mêmes, aux colonisés eux-mêmes de cette période? Les Marocains eux-mêmes, d'abord, n'ont pas demandé la permission, ils l'ont prise, à leurs risques et périls. Il y a quand même un moment important dans l'histoire de la décolonisation, c'est donc 10 ans avant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les colonisés ont compris que le système colonial était pour le moins affaibli, et qu'il y avait une possibilité, après la défaite du nazisme, qui n'était pas programmée, mais qui était considérée comme certaine à terme, qu'il y aurait forcément une évolution. Alors, ne nous illusionnons pas, il y avait également des forces étrangères qui ont également, pour des intérêts qui n'étaient absolument pas démocratiques, qui ont également poussé à la roue. Je pense en particulier à l'entretien de Roosevelt avec le sultan à Anfa. Anfa, c'est le quartier huppé de Casablanca, où en 1943, Roosevelt avait dit au sultan, débarrassez-vous des Français, nous serons là. Ce que certains appellent les rivalités interimpérialistes. On est en plein dedans. Entre prédateurs, au fond. Oui, entre prédateurs, tout à fait. Et en tout cas, bon, c'est sûr que ça a facilité un petit peu la prise de conscience de Sidi Mohamed Ben Youssef, qui était le sultan, qui est le futur, qui on l'appelle pas encore à ce moment-là Mohamed V. Et c'est sûr qu'avec le mouvement indépendantiste qui s'appelait l'Istiklal, ça signifie indépendance, avec ce mouvement indépendantiste, il y a eu un petit peu du matériau qui a permis un petit peu d'abord l'expression, le manifeste du peuple marocain, j'oublie l'expression exacte, 1944, donc déjà parle de l'indépendance à terme. Et ensuite, le discours du sultan en 1947, le discours de Tanger, que je cite abondamment, qui est un discours dans lequel il dit aux Français, j'ai compris quel jeu vous avez joué, vous m'avez manipulé, parce qu'il était arrivé sur le trône très, très jeune, il avait littéralement instrumentalisé, vous m'avez manipulé, mais cette ère de manipulation est en train de s'achever, d'où effectivement l'exacerbation en particulier du maréchal Juin, qui était véritablement le maître des horloges, et qui a véritablement été l'adversaire féroce de l'indépendance marocaine. Rappelons sa fonction à Juin, donc, qui s'est illustré, qui est un personnage célèbre en particulier pour son action pour la libération de la France. Oui, après avoir été pétainiste quand même. Mais donc, oui, Juin était résident général au Maroc, ça correspondait à gouverneur général. Bon, il y avait des petites délicatessen
délicatesse de vocabulaire, mais ça ne changeait pas grand-chose. Il était résident général, il était maître absolu. Et effectivement, on sait aujourd'hui qu'il est devenu furieux lorsque Mohamed Ben Youssef a commencé à montrer de premières manifestations de protestation et même de résistance. Et ensuite, il a passé le relais au général Guillaume, qui était également un triste personnage. Et c'est Guillaume, avec Juin et avec les forces réactionnaires en France, n'oublions pas Georges Bidault, c'est le gouvernement qui a destitué Mohamed V, enfin Mohamed Ben Youssef. C'est le même gouvernement qui a assassiné des Algériens le 14 juillet 1953 sur la place de la Nation. C'est le même gouvernement qui a parrainé le parachutage à Dien Bien Phu. Tout ça, c'est contemporain, on est en 53. Hein. Et c'est Bidault. Et c'est Bidault, entre autres. Grand résistant, par ailleurs. Grand résistant, qui a commencé comme président du CNR et qui a fini comme président de l'OAS. C'est ça, Bidault. Avec l'Algérie, qui finit en exil, si je ne me trompe pas. Réfugié en Espagne, peut-être, ou au Brésil même, en Amérique latine, oui. Un itinéraire depuis la résistance, donc a priori du bon côté de l'histoire, vers le mauvais, qui n'est pas en fait exceptionnel, enfin qui n'est pas, qui n'est pas insolite. Cette idée dont tu partais tout à l'heure, que la défaite française face au nazisme d'abord, puis ensuite la victoire des Alliés contre le nazisme dans les colonies allait induire finalement une nouvelle ère, être à l'origine d'une nouvelle donne avec de nouveaux espoirs. C'est quand même ce qui est écrasé d'une manière absolument terrifiante avec des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Le 8 mai même, en 1945, en Algérie. Bien sûr. Puisque donc des manifestations algériennes pour célébrer la libération, mais aussi qui mettent aussi en avant l'indépendance, donnent lieu à ces massacres. Qu'est-ce qui se passe au Maroc à ce moment-là? Est-ce qu'on peut considérer que c'est comparable? Ah oui, bien, là la chronologie parle. Hein. Tu as évoqué effectivement les massacres du Constantinois. Le gouvernement issu de la résistance, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, dirigé par le général de Gaulle. D'ailleurs, il y aurait des choses à dire sur de Gaulle à l'occasion de la sortie des deux films qui, semble-t-il, sont hagiographiques, que je n'ai pas encore vus. Mais en tout cas, sur la question coloniale, de Gaulle a été un colonialiste bon teint jusqu'à l'extrême limite. Le discours de septembre 59 pour l'Algérie qui a ouvert la voie à l'autodétermination. Mais en tout cas, revenons à la période de l'immédiate après-guerre. C'est sous de Gaulle qu'il y a le massacre de Tiaroy, décembre 44, les massacres du Constantinois, printemps 1945, donc la répression le début de la guerre d'Indochine. De Gaulle est au pouvoir jusqu'à janvier 1946. La guerre d'Indochine éclate immédiatement après, mais de Gaulle on est un partisan. Et puis voilà, donc tout ça fait que cette France issue de la résistance n'a pas compris qu'on était entré dans une ère nouvelle et que la décolonisation était... on peut imaginer ce qu'aurait pu être l'état de la France si elle n'avait pas entrepris ces trois guerres coloniales dont je parlais. De 45 à 70, pratiquement, la France a été... Évidemment, toute la société française ne l'a pas ressenti, sauf pour l'Algérie, mais la France a été en guerre. Donc, on a un petit peu quitté le Maroc, mais la violence au Maroc... Mais revenons-y précisément. Voilà. Il n'y a pas eu de guerre d'indépendance marocaine. Bon, ce n'était pas le même statut de toute façon... ce statut de protectorat exactement que le statut de l'Algérie. Néanmoins, on voit bien en te lisant, à partir de tous ces aperçus que tu donnes, que la violence est omniprésente dans le processus. Bien sûr, bien sûr. Alors, la violence est omniprésente pour le quotidien des Marocains. Je pense pouvoir affirmer, je le démontre dans le livre, que la vie quotidienne du Marocain
sous le protectorat était très comparable à la vie quotidienne de l'Algérien ou du Vietnamien sous la colonisation stricto sensu. Autrement dit, c'était une oppression. C'était une oppression, c'était le mépris dont j'ai parlé, c'était l'exploitation, c'était je cite un chiffre, par exemple, qui est absolument incontestable et connu de tous les spécialistes. À la veille de l'indépendance, il y avait 13% des enfants marocains qui étaient qui étaient scolarisés, pas alphabétisés parce qu'il y avait les écoles coraniques, mais qui étaient scolarisés dans le système français. Donc 87% d'entre eux étaient soit à la rue, soit dans les entreprises, dans les filatures pour les petites filles. J'ai dit bien petites filles parce qu'on travaillait à partir de 11-12 ans, hein, soit dans la rue, soit à la terre, soit même dans les fabriques où on voyait les lois sur le travail les lois sociales sur le travail de l'enfance ne s'appliquaient pas ni dans les colonies ni dans les protectorats. Donc voilà. Alors ça c'est le quotidien, je dirais à la base pour les Marocains de tous les jours. Et puis pour les élites, dès que le sultan a commencé il y a un cheminement. D'ailleurs, notre collègue Benjamin Badier a fait un très très beau livre que je recommande, qui est un parcours de vie de Mohamed V, justement. Donc il y a eu un cheminement entre la soumission des tout premiers temps, mais il avait 18-19 ans, hein, donc il a été manipulé. C'est-à-dire que là, on est à quel moment dans quelles années 27. Dès les années 20, à la fin des années 20. 27, ouais. Donc, entre la soumission des tout moments, le début de la prise de conscience, donc aidé, que je l'ai dit, par Roosevelt, le discours de Tanger, qui est la première manifestation publique de l'opposition au protectorat. Rappelle un peu la date et la teneur. C'est le printemps 1947. Hein, oui, donc 47, au lendemain voilà, au lendemain. Donc là, il se lance, et évidemment, il est considéré à partir de ce moment-là comme un ennemi. Et parce que la situation de protectorat lui donne quand même un rôle de fantoche, certes, mais un rôle qu'il va utiliser finalement pour le déborder. Voilà, c'est ça. En fait, chacun voulait instrumentaliser chacun. Et c'est vrai que pendant toute une période, Mohamed Ben Youssef, contraint et forcé, ou peut-être complice à un certain moment de sa vie, au moment de la guerre du Rif, par exemple, a été un petit peu manipulé. Mais à un certain moment, effectivement, le peu il avait quand même le prestige, la suite l'a prouvé, le prestige du souverain, du sultan vénéré par son peuple, et ça lui a permis justement d'ouvrir des perspectives, de protester. Mais même cela n'a pas arrêté le système, puisque nous en venons à la déposition du sultan en août 1953. Il va trop loin aux yeux des colonisateurs. Là, c'est fini. Alors, là, et on rompt finalement la logique du protectorat initial. Là, c'est fini. Il n'y a même plus d'hypocrisie. Là, hein. Il n'y a même plus d'hypocrisie. Donc, il y a eu des coups de semonce, il y a eu des protestations, il y a eu des menaces. Et comme il n'a pas accepté ces menaces, et à ce moment-là, d'ailleurs, son fils, le futur Hassan II, dont on connaît le parcours ultérieur et qui est avec tous les aspects des droits de l'homme que l'on connaît, qui sont... De violation des droits de l'homme. Oui, de violation des droits de l'homme qu'on connaît. Mais bon, à ce moment-là, il est du côté du nationalisme et il pousse à la roue. Il a une influence, bien qu'il était jeune à l'époque, une influence politique évidente. Mais donc, à partir de ce moment-là, c'est simple. Les soldats français investissent le palais du sultan, le mettent de force dans un avion, l'envoient avec sa famille et quelques proches en exil, d'abord en Corse et ensuite à Madagascar. Et donc là, à partir de ce moment-là, le colonialisme à l'état pur... Il apparaît de façon... ce qui était sous-jacent et habillé finalement par la logique du protectorat. On garde une autorité locale. Tout à coup, ça apparaît à nu. Le paternalisme, il apparaît à nu dans toute sa violence. Et alors là, évidemment, une chose va se produire ce qui prouve d'ailleurs que les colonialistes souvent sont aveugles et peut-être s'auto-intoxiquent par leur propre discours en disant que les masses sont amorphes. Les masses marocaines vont protester d'une façon
très très violente. Il va y avoir des manifestations partout. Le Maroc va devenir en ébullition. Et le nouveau sultan, qui est véritablement Ben Arafat, qui est nommé, qui est vraiment Parce qu'on le pauvre. remplace. Hein, donc, Ouais, on remplace. voilà, On dit, mais vous, le peuple a demandé, et puis les oulémas ont demandé, etc., que Ben Arafat devienne. Et en réalité, il y a un collaborateur célèbre qui s'appelle le Glaoui, le fameux pacha de Marrakech, qui est le complice absolu de Juin et de Guillaume. Et donc, Ben Arafat est un pauvre bougre qui est mis là, qui ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Et donc, le peuple marocain comprend. Pour qui le prenaient-ils, les autres? Le peuple marocain comprend. Et tout devient ingérable, absolument ingérable. Et on est à l'été 53, et à l'automne 54 commence la guerre d'Algérie. Est-ce que simultanément la Tunisie est en ébullition? Le mot fellaga, qui est très connu pour l'Algérie, apparaît en réalité en Tunisie. Ah oui. Il apparaît en Tunisie, dans la presse, dans Le Monde, il y a des articles de 52, 2 ans avant la guerre d'Algérie, qui parlent de la révolte des fellagas. Donc, avec pour signification la signification, la presse française dit que ce sont des bandits de grand chemin. Oui. En fait, c'est des gens qui font de la guérilla avec leurs moyens. Mais déjà, l'insécurité règne. L'insécurité en Tunisie, l'insécurité au Maroc, et la guerre qui commence en Algérie. La France coloniale ne pouvait plus contrôler le Maghreb. Donc, d'un certain point de vue, l'impasse a abouti au rappel donc du sultan. Donc il revient en novembre 55 à la suite. Bon, le gouvernement a changé. C'est le gouvernement Edgar Faure qui comprend que tout est fini. Ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas gérer en même temps ce qui se passerait si ça continuait au Maroc et ce qui est en train de se passer en Algérie. Et le même gouvernement Edgar Faure qui a décrété l'état d'urgence en Algérie. Donc, s'il y a l'état d'urgence, s'il commence à envoyer le contingent, c'est qu'ils peuvent plus tenir 3 fronts. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la sagesse, enfin la sagesse... purement instrumentale, parce que l'idée, c'est de préserver tout ce qui peut l'être et de prioriser l'Algérie. C'est pour garder l'Algérie qu'on va lâcher totalement la Tunisie et le Maroc. Tu dis qu'encore aujourd'hui, la violence de la colonisation est sous-estimée, même au Maroc. Oui. Dans la mémoire, au fond, dans l'image que l'on se fait de la période. Est-ce que c'est une volonté, en quelque sorte, d'euphémiser ce qui s'est passé pour que ce ne soit pas trop douloureux? Alors, moi, c'était il se trouve que familialement, je me rends très, très régulièrement au Maroc et que j'ai maintenant de très, très nombreux amis. Et j'ai souvent entendu, pas auprès de ces amis forcément, mais dans l'air du temps, disons, l'idée que finalement, le protectorat n'était pas une situation coloniale pure. Et que finalement, les Français ont été quand même moins violents alors évidemment que la guerre d'Algérie, la comparaison n'est pas possible. Mais j'ai trouvé une certaine, je vais employer un grand mot, un certain révisionnisme dans la vision générale qu'on a du protectorat au Maroc. Et donc le fait que je ne parle pas des travaux des historiens. Hein, j'ai des amis historiens qui ont d'ailleurs souscrit un petit peu à ma thèse. Je veux dire, j'ai rien inventé là-dessus. J'avais pas besoin de les convaincre, eux. De la violence, de l'oppression subie au quotidien. Tout ce que je dis dans mon... Bien sûr, tout ce que je dis dans mon livre, ils le savent, c'est référencé, c'est documenté, c'est travaillé depuis longtemps par eux. Et donc, moi, je n'ai fait qu'une sorte de rappel, finalement. Mais dans l'opinion... Et j'en ai pour preuve l'accueil. Il se trouve que je l'ai déjà présenté 1 ou 2 fois au Maroc. Le livre est récent, mais je l'ai déjà présenté. Beaucoup de Marocains sont venus me voir en me disant ces choses-là, on ne nous les avait jamais dites. Alors peut-être parce que il y avait l'idée que le Maroc voulait rester un ami de la France, que les deux systèmes, non pas les deux peuples, parce que les peuples n'ont aucune raison de s'affronter, mais que les deux systèmes, finalement, restaient plutôt amis en comparaison. Alors,
comme tu le sais sans doute, il y a toujours des comparaisons avec l'Algérie. Les Algériens comparent le Maroc et les Marocains comparent. Donc, il y a toujours cette idée de dire, nous, finalement, on n'était pas pareils. Et je pense que je ne vais pas être prétentieux, pour certains Marocains, il y aura des découvertes. Oui. Je cite par exemple des faits. On n'en a pas encore parlé, mais puisqu'on est en pleine Coupe du Monde de foot... Je voulais te faire parler de ce footballeur. Mais non, vas-y, je t'en prie. Alors, Ben Barek. Larbi Ben Barek est un nom beaucoup trop oublié aujourd'hui, et je pense même au Maroc. Et pourtant c'était un footballeur d'exception. Il a eu une carrière qui a duré pratiquement une quinzaine d'années à la tête enfin plus longtemps, mais en tout cas en équipe de France. Alors au milieu de ces 15 années, il y a eu la guerre mondiale. Donc, mais ses dernières sélections, je crois, il frisait ou dépassait la quarantaine. Donc il joue pour l'équipe de France. C'est un des paradoxes là. Ouais. Les Algériens étaient considérés comme, non pas citoyens, mais en tout cas comme sujets français. Donc, un Algérien pouvait devenir footballeur dans l'équipe de France. Un Marocain, il a fallu un petit subterfuge, une petite tricherie quand même. Il n'était pas de nationalité française, mais finalement, on l'a assimilé. Je ne sais plus quel était son statut. Ah voilà, donc il était tellement brillant. Et les clubs français l'ont immédiatement. Il a commencé par jouer au Maroc. Et, tous les témoignages disent que c'était un joueur exceptionnel. Il était tellement brillant que les clubs, pas seulement français, mais européens, il a joué au Stade français, je crois, il a joué à l'Olympique de Marseille, et l'Atlético de Madrid, avant Griezmann, avait recruté Ben Barek. Et Ben Barek, tout en étant cet homme célébré, et puis évidemment, à chaque fois qu'il marquait un but, il devenait une idole des fans, des supporters de l'époque, mais il était quand même victime de racisme. Je cite un sondage, une petite enquête du journal L'Auto, qui était le prédécesseur de l'équipe, c'est la même équipe, c'est le moment de le dire. Le journal L'Auto a fait une petite enquête en demandant à ses lecteurs de lui donner des surnoms. Alors il y a des surnoms bien agréables, la perle noire, il était très, très, très foncé de peau, la perle noire, des choses comme ça, l'artiste, enfin. Et puis il y en a certains qui l'ont appelé Ali Baba, d'autres qui l'ont appelé négro, enfin des choses absolument abominables. Mais ça, c'était le quotidien. Donc si un Ben Barek en était victime, c'est imaginer ce que pouvait être le Marocain de la rue. Alors, je termine son portrait en disant que plus tard, Pelé a parlé de Ben Barek. On l'avait interrogé et il a dit, mais tout le monde dit que je suis la perle noire, mais si moi j'étais la perle noire, lui était le dieu noir du football, en parlant de Ben Barek. Et d'ailleurs, si les auditeurs veulent regarder sur Internet, il y a des vidéos où on voit Ben Barek, qui était un très bel homme en plus, qui jongle avec le ballon. Il est très, très étonnant. Mais bon, en même temps, il y avait ce racisme. Il parlait pas très bien le français, donc c'était l'objet de colibets. Il parlait en petit nègre, etc. Toutes ces choses-là nous font aujourd'hui hérisser le poil, mais faisaient sourire nos aïeux. Merci beaucoup, Alain Ruscio, pour tous ces éléments très vivants qui sont de très bons aperçus, je trouve, de ce livre. Merci, merci à toi, merci à l'équipe, merci aux médias qui me reçoivent toujours avec autant de gentillesse, de professionnalisme. J'en profite d'abord pour inviter les lecteurs, enfin les auditeurs qui voudront bien. Je fais très régulièrement dans des librairies ou dans des associations des présentations. Moi, ça fait partie d'une façon absolument évidente du travail de l'historien à mes yeux. Et j'en profite pour vous annoncer, pas tout de suite, peut-être en 2028, peut-être un livre qui s'appellera La Tunisie, faux protectorat, vraie colonie. Et donc, j'ai déjà commencé à travailler avec une équipe cette fois-ci, y compris des historiens tunisiens. Le Maroc, faux protectorat, vraie colonie,
fragments d'histoire. Un livre particulièrement riche, particulièrement vivant, je le disais, mais j'y insiste encore, qui finalement renoue avec la logique profonde de l'histoire. C'est-à-dire que l'anecdote, on n'hésite pas à la mettre en avant parce que c'est elle qui nous branche sur la vie, hein, c'est elle qui dit plein de choses. Il y a même à la fin du livre un bêtisier. Merci beaucoup Alain Ruscio. Merci à l'équipe. Franchement, c'est toujours un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode de La Grande Hache. Je vous rappelle que le média est en pleine campagne pour sa survie. Nous avons besoin de vos abonnements, de vos dons réguliers. Rendez-vous sur le site web du média, lemediatv.fr. Vous pouvez suivre nos programmes, vous le savez, non seulement sur YouTube, mais aussi sur les Freebox, canal 165, et sur le bouquet Orange, canal 257. À bientôt sur le média.